اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب. Mesdames et messieurs, bonjour. Une nouvelle édition d'Euromag, une émission qui se veut être le lien entre l'Europe et les pays d'Afrique du Nord. On le sait, tout ce qui se décide dans les institutions européennes peut avoir un impact direct ou indirect sur les pays africains et particulièrement au nord de l'Afrique. Aujourd'hui, on reçoit M. Marc Tarabella, belge, législateur européen et socialiste. M. Tarabella, bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Marc Tarabella, député européen, socialiste belge. C'est ce que je viens de dire, merci. Donc je rajoute que M. Tarabella est membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural, de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des genres, de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ainsi que de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Comme d'habitude, on commence avec la chronique de l'émission. Cette fois-ci, j'ai été interpellé par les manifestations grandioses qui ont eu lieu à Bruxelles contre le dumping social et l'austérité prônée par les dirigeants européens. Bruxelles a vécu une journée difficile vendredi dernier où tout le trafic public et privé a été très perturbé. En effet, des dizaines de milliers de manifestants venus de toute l'Europe ont défilé dans la capitale européenne en arborant des drapeaux rouges. Cette gigantesque manifestation a répondu à l'appel de la Confédération européenne des syndicats afin de dénoncer les politiques d'austérité. Du côté des organisateurs, on a cité 50 000 personnes, alors que les chiffres de la police ne parlent que de 15 000. Plusieurs affrontements mineurs ont été répertoriés sur le parcours de la manifestation européenne contre le dumping social, ainsi qu'à l'arrivée du cortège au parc du Cinquantenaire. Quelques affrontements ont eu lieu entre la police et les dockers d'Anvers et de Gand qui se sont désolidarisés en prenant la tête du cortège dès le départ et ont cherché à se confronter aux policiers. Les différents syndicats considèrent que les responsables européens n'ont pas entendu les différents appels exprimant la désapprobation générale quant aux politiques et de rigueur et des réponses à la crise financière et économique. Le constat syndical envoie un message clair aux dirigeants européens soulignant que l'austérité ne fonctionne pas. Les représentants syndicaux réclament un virage à gauche pour une Europe sociale. Les syndicats qui jusqu'à maintenant ont toujours fait le jeu du pouvoir économique, rappelons-le tout de même, souhaiteraient plus d'investissements pour une croissance durable et des emplois de qualité. À quelques semaines d'un rendez-vous crucial pour l'Europe, les syndicats ont voulu marquer le pas en appelant les citoyens à voter pour des candidats qui changeront la façon dont l'Union européenne est dirigée. Les élections législatives européennes vont avoir lieu vers la fin mai et l'on craint non seulement la montée des extrêmes, mais également l'euroscepticisme qui affaiblirait le Parlement européen et par conséquent l'exécutif européen. Les chiffres sont à eux seuls révélateurs de la situation économique difficile, pour utiliser un euphémisme, dans les pays de l'Union européenne. Et pour cause, plus de 26 millions d'Européens sont sans emploi, il y a 10 millions de chômeurs de plus qu'en 2008 et dans 18 des 28 pays de l'Union européenne, les salaires réels ont chuté, font remarquer les syndicats européens. La situation des jeunes est pire encore. 7,5 millions de jeunes européens ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation. Nombreux sont ceux parmi les plus éduqués et les plus entreprenants qui tout simplement désertent leur pays d'origine pour chercher du travail ailleurs. Certains experts se risquent à évoquer une génération perdue. Par conséquent, tous s'accordent à dire qu'il est urgent de prendre une autre direction. Mais les syndicats se réveillent un peu tard. En effet, pendant des années, le patronat a imposé un régime d'emploi indigne d'une société moderne, développée et riche par un chantage à la fermeture. On ne peut faire des bénéfices que si vous êtes souple, dit le patronat. Sinon, il y a les pays asiatiques, accessoirement les pays de l'Est de l'Europe, où la main-d'œuvre est qualifiée et moins chère, avec des conditions sociales très compétitives. Un chantage à la délocalisation qui a pris différentes formes, cependant sans attendre la modération des syndicats. Et l'on se risque très peu à parler des différentes raisons de la délocalisation et des délocalisations des entreprises qui ont ruiné les États. La raison essentielle revient donc à la mollesse des politiques devant l'économique. Le politique va-t-il relever le défi face à la voracité de l'économique? Et là, je me retourne vers M. l'eurodéputé Tarabella pour lui demander comment d'abord il a vécu cette journée de manifestation. Vous étiez présent? Oui. Je tenais très clairement à être présent à cette manifestation, tout simplement parce que c'est notre devoir d'élus de gauche d'être aux côtés des travailleurs quand ils souffrent, quand aujourd'hui la droite européenne, depuis 15 ans, a dérégulé,
a fait en sorte qu'on ne respecte plus le droit des travailleurs, qu'on mette en concurrence les citoyens les uns par rapport aux autres, les pays les uns par rapport aux autres, les travailleurs les uns par rapport aux autres. Quand le dumping social est la règle dans le secteur de la construction, par exemple, dans le secteur du transport, on se doit d'être à leur côté, pas seulement lors des manifestations, mais aussi dans le Parlement quand il faut dénoncer cela. Mais aujourd'hui, la gauche est minoritaire en Europe. C'est pour ça que les élections européennes du 25 mai 2014 sont fondamentales. C'est qu'elles doivent permettre à la gauche de redevenir la première famille politique européenne. On va en parler. Et d'essayer de lutter contre le dumping social, d'installer un salaire minimum correct dans chacun des États membres et de faire en sorte qu'on revoie le prescrit de la directive sur le détachement des travailleurs qui organise de manière abusive la concurrence des uns par rapport aux autres. Alors, M. Tarabella, en tant que socialiste, on reproche justement au Parti socialiste de faire ou d'appliquer, de pratiquer une politique de droite. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que c'est une attaque sans fondement. Il est clair qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre sont limitées. Dans chacun des États membres de l'Union européenne, c'est difficile de mener sa politique, quand bien même on est majoritaire absolu, comme en France. Il n'y a qu'un seul socialiste de droite en France, il s'appelle Pascal Lamy, il n'est pas au gouvernement. Et je m'en réjouis qu'il ne soit pas au gouvernement. Et donc, très clair, oui, je dis ça parce que j'ai vécu en horreur son conseil de faire des mini-jobs pour relancer l'économie française, comme on a fait en Allemagne, alors que l'Allemagne va faire le contraire grâce à la présidence du SPD, les socialistes allemands au gouvernement, qui vont lutter contre les mini-jobs, car il n'y a pas d'avenir pour les jeunes avec des mini-emplois, des mini-jobs où les gens ne sont pas respectés, sont exploités. C'est une honte que quelqu'un qui se prévaut de la famille socialiste prétende ça. Je le dis clairement, Pascal Lamy n'a plus sa place dans la famille socialiste. D'accord. Alors on passe à autre chose, puisque vous avez été à la manifestation. Eh bien, on parle de la mollesse des syndicats et du politique par rapport au patronat. Que dites-vous de ça ? Très clairement, il faut réinstaurer des relations de travail saines, que chacun trouve son dû dans la production. Les patrons qui investissent ont le droit d'être rémunérés, mais pas hyper rémunérés. Les travailleurs qui participent à l'effort de travail doivent être rémunérés correctement. Il faut un partage équilibré des fruits de la croissance. Or aujourd'hui, de fait, certains patrons exagèrent, donnent un mauvais exemple, les bonus dans les banques, et les banques sont probablement le secteur le plus critiquable, ce sont elles qui ont causé la crise. Et ce sont elles qui n'en tirent pas les leçons et qui continuent à faire exactement les mêmes comportements. Il faut donc les y contraindre. On y arrive petit à petit au niveau européen, peut-être trop lentement, mais très clairement, le politique doit se réaccaparer du pouvoir face à la toute-puissance de grandes entreprises et notamment du secteur financier. Il faut savoir aujourd'hui que 2% de l'économie est réel et 98% c'est l'argent pour l'argent, ce qui est quand même fou. Et donc réguler le monde de la finance, on y arrive petit à petit, trop lentement certainement, et certainement une de nos tâches ici au niveau européen, on y arrive pas à pas. Alors, bientôt, ce sont les élections européennes. Alors, on a vu en France la catastrophe qu'il y a eu en ce qui concerne les résultats des élections et le taux d'absentéisme. Oui. Est-ce que vous craignez pour l'Europe la montée des extrêmes, notamment de l'euroscepticisme ? Elle risque d'arriver. Je dis clairement aux électeurs, on s'adresse beaucoup à des électeurs françaises et français, Madame Le Pen se fait élire dans ce Parlement, souvent un langage que l'on peut partager de compatissance à l'égard de travailleurs qui souffrent, etc. Mais Mme Le Pen n'a jamais mis les pieds dans la commission emploi du Parlement. Elle ne vient pas en commission, elle ne vient que siéger 3 jours par mois à Strasbourg, a le même salaire que tout le monde, mais ne vient pas militer là où il faudrait. Donc les extrémistes sont des gens qui surfent sur le malheur des gens, profitent de la misère des gens pour se faire une aura, mais ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Retenez ça, car je ne mens pas, les statistiques sont là, allez vérifier sur les sites spécialisés. Et je trouve ça scandaleux. Et ceux qui mettent les mains dans le cambouis, aujourd'hui malheureusement, en termes, je dirais, de politique sociale, les progressistes, que ce soit la gauche, les Verts, la gauche unitaire européenne, on est minoritaire dans ce Parlement. Donc même si les eurosceptiques et europhobes augmentent leur rang, j'espère tout de même que la famille de gauche redeviendra la première famille politique européenne pour imprimer un autre tempo à l'Europe, changer de cap au niveau politique. C'est vital pour l'Europe. Pas seulement pour l'Europe, mais aussi les relations qu'on va avoir avec tous nos voisins. Le pourtour méditerranéen est important au niveau relations économiques, des relations économiques équilibrées et sociales qui génèrent le bien-être, le mieux-être, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays avec lesquels on a des relations. Et aujourd'hui, c'est tout au commerce débridé, et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment revoir à l'avenir.
Alors pour jeter un pavé dans la mare, hier j'ai rencontré M. José Bové et je lui ai parlé justement de l'euroscepticisme et il m'a insinué ou accusé pratiquement la presse de ne pas faire son travail pour expliquer justement l'Europe aux nations. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi qui suis parlementaire européen depuis 10 ans, je peux constater que la presse a fait beaucoup d'efforts pour expliquer ce que nous décidons à l'Europe qui impacte directement les citoyens dans leur vie quotidienne. Il y a des efforts qui ont été faits. Peut-être n'est-ce pas suffisant, sans doute. C'est plus facile d'insister sur certains aspects plus ludiques ou en tout cas qui ne sont pas vraiment les aspects fondamentaux, qui sont peut-être moins médiatiques. Mais dites-vous bien que l'Europe décide de 3/4 des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale ou à la Chambre en Belgique dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est fondamental d'aller voter au niveau européen, quel que soit le parti pour lequel vous votez, d'aller voter et de prendre conscience que l'Europe, au fil du temps, a pris tellement d'importance qu'elle influe, je le répète, directement 3/4 de la législation de chaque État membre. Donc c'est fondamental de voter à l'Europe. Ok, donc bientôt les élections européennes et pour la première fois, on va élire le président de l'exécutif européen, enfin, entre parenthèses, puisque c'est le parti le plus fort qui devrait présenter ce candidat, c'est ça? Expliquez-nous un peu comment ça va se passer à propos du... Comme l'élection européenne apparaît comme étant loin du citoyen alors qu'elle s'occupe de matières très proches, une des idées intéressantes qui a fleuri, c'est que chaque groupe politique, famille politique européenne, puisse décider qui sera sa candidate ou son candidat pour être président de la Commission dans le cas où ce parti devient le plus important. Et quelque part, chaque groupe a joué le jeu en désignant son candidat, très souvent un candidat, aussi une candidate, de manière à mieux personnifier le vote européen et à mieux identifier dans la tête des citoyens que voter pour telle famille politique, on risque de retrouver telle personne à la tête de la Commission avec évidemment un programme. Les personnes n'ont de l'importance que si elles sont porteuses d'idées et de programmes. Mais ça permet à travers toute l'Europe de mieux identifier par la personnalisation le programme des partis, parce qu'évidemment nous avons 28 pays et que c'est un message qui est peut-être plus difficile à faire passer que quand on est à l'échelon local qui est le plus proche du citoyen. Vous avez un candidat de préférence, je suppose, hein? Bien sûr, la famille socialiste et démocrate européenne est quasi toute derrière Martin Schulz, qui a incarné quelqu'un de très progressiste au sein du groupe socialiste qu'il a présidé pendant 7 ans et demi, au sein du Parlement européen qu'il vient de présider pendant 2 ans et demi. Évidemment, dans sa fonction, il se devait être un peu plus neutre, mais n'hésitant jamais à donner un discours politique intéressant et à montrer que le Parlement avait son rôle à jouer. Et donc, nul doute qu'il fera un excellent président de la Commission européenne en espérant qu'il puisse l'être. Ok, juste un petit mot à propos de l'Union pour la Méditerranée, puisque vous êtes membre de la délégation. Alors, est-ce que vous pensez que à un moment donné, ça a été bloqué, cette Union pour la Méditerranée, pour des tas de raisons. Et on a quelquefois que pratiquement c'était limite. Que dites-vous de... Est-ce qu'elle a de l'avenir? On a raison d'avoir pensé que c'était limite, et malheureusement, on a pu avoir l'impression, parfois on peut dire les mots, moi j'aime bien parler direct, que c'était une coquille vide. Or c'est dommage, car nous devons avoir des relations bien sûr avec le monde entier au niveau de l'Europe, qui est quand même encore un grand acteur mondial, économique, mais on doit d'abord l'avoir, ce rôle, avec nos voisins immédiats. Le pourtour sud de la Méditerranée est une priorité, comme l'est l'immédiate est de l'Europe. L'actualité avec l'Ukraine nous le rappelle, évidemment. Mais c'est avec nos voisins qu'il faut d'abord établir des ponts, des relations, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, des relations privilégiées. Et ça manque sans doute un peu dans le processus. Et j'espère qu'on mettra à profit la prochaine législature pour améliorer, je dirais, cette relation qui est une relation naturelle. Moi qui suis belge, nous célébrons cette année les 50 ans d'arrivée des premiers travailleurs marocains et turcs en Belgique, qui ont apporté beaucoup au niveau de la culture, qui ont apporté beaucoup au niveau de ces échanges culturels. Et donc très clairement, le pourtour méditerranéen doit être une priorité. On ne l'a pas assez affirmé dans le passé. Mais en ce qui concerne l'Union pour la Méditerranée, est-ce qu'elle ne marche pas sur les plates-bandes d'abord des accords d'association, parce qu'à chaque fois il y a les accords d'association avec tous ces pays-là, et surtout avec la politique européenne de voisinage? Il n'y a pas un genre de méli-mélo comme ça? Peut-être faudrait-il plus de clarté sans doute et d'affirmer les rôles. Et quand on crée une union, qu'on lui assigne des rôles très clairs, que ce soit en termes économiques, social, culturel, ça me semble très fortement lié.
d'échange. Quand je dis économique, c'est évidemment avec le commerce aussi et les accords que nous avons pu signer avec le Maroc par exemple, l'accord que ce soit sur la pêche ou l'agriculture, notamment dans le domaine des fruits et légumes, c'est très important. C'est clair que ce sont des signaux fondamentaux, mais il faudrait pouvoir mieux identifier les structures qui les portent, c'est clair, et mettre de l'ordre dans les structures. Merci M. Marc Tarbella. Donc, je dis merci à tous et à toutes, donc, et à la prochaine émission Euromag. Bonsoir.